nous allons reprendre les aventures de Amaury Peureux Chevalier. Le petit résumé, quoi. C'est Inès et Sarah qui sont toutes contentes d'arriver dans le château de Pouk-Mambo avec les trolls qui lui chantent une petite chanson et tout. Elles croient que ça va être super. Mais non, dès qu'ils arrivent dans la chambre avec plein de décorations très belles, ils les enferment. Et en fait, Pouk-Mambo était un méchant sorcier. Son père avait raison. Tadadam, ne jamais désobéir aux parents. Les histoires capillotractées. Inès se rue sur la porte et tambourine de toutes ses forces, pleurant et hurlant. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Sarah vient près d'elle pour tenter de la calmer lorsque la princesse se retourne brusquement, donnant une claque involontaire à sa servante et fixant l'unique fenêtre de la pièce. « Vite! La fenêtre! C'est par là que nous fuirons !» Elle l'ouvre en grand et regarde en bas, se rendant compte que cette chambre est située au sommet de la tour. Elle est prise de vertige et tombe en arrière, terrifiée. Sarah vient tout de suite à son secours, le visage encore endolori, l'aidant à se relever puis à s'asseoir sur le bord du lit. « Votre père le roi n'avait peut-être pas tort quant à la méchanceté de ce sorcier, mademoiselle. Il semblerait que... »« Oui, bon, ça va, toi !» « Oh, pas la peine d'en rajouter !» s'emporte la princesse avant d'exploser à nouveau en sanglots. Et elle pleure, oui, elle pleure ainsi toute la nuit jusqu'au petit matin. La lourde porte s'ouvre alors et une lueur d'espoir jaillit dans les yeux de la princesse. Un hideux farfadet entre dans la chambre avec 2 bols d'une sorte de mélasse peu ragoûtante. « À la bouffe, les filles !» annonce ravi le gnome avant de se racler longuement et bruyamment la gorge et de cracher dans chacun des bols 2 énormes glaires verdâtres. Inès devient blême et manque de vomir. « Bon app !» dit le farfadet avant de quitter la chambre et refermer la porte. Il semblerait que les trolls et farfadets ne soient pas très cordiaux non plus finalement, dit Sarah avant de subir encore les foudres de sa maîtresse. Oui, on a compris, mon père avait raison. Tout le monde est méchant, les trolls, les farfadets, les sorciers, tout le monde est méchant. Tu es contente? C'est ça que tu veux entendre? Mais mademoiselle, pardonnez-moi, je voulais simplement... Oh, tu vas te taire à la fin. Tu m'empêches de réfléchir. Il faut trouver un moyen de s'évader. À cet instant, la pièce s'assombrit. À la fenêtre, la lumière du petit jour est obstruée par un gros œil qui fixe les 2 jeunes filles. Elles se serrent dans les bras, l'une contre l'autre, poussant un cri de terreur. Un autre cri retentit à la fenêtre et l'œil disparaît. Inès et Sarah entendent comme des battements d'ailes. Quel est donc ce drôle d'oiseau ? La princesse pousse Sarah vers la fenêtre et lui ordonne d'aller voir. Prenant son courage à 2 mains, la servante s'approche lentement et ouvre les vitres. Là, un petit dragon est accroché, tout tremblant aux parois de la tour. « Vous m'avez effrayé à crier comme ça !» bafouille le petit dragon. Sarah sourit, puis elle se retourne vers Inès, rassurée. C'est un dragon, mademoiselle, mais il n'a pas l'air bien méchant, celui-là. J'ai l'impression qu'il a plus peur de nous que nous de lui. Intriguée, Inès vient voir le fameux dragon, qui esquisse un sourire timide en voyant la princesse. « Bonjour, majesté, » dit-il. « Je suis chargé de veiller sur vous. Je m'appelle Igmar et je travaille pour Pouk-Mambo. Enfin, je suis un peu obligé, si vous voulez, parce que... Oui, bon, on s'en fiche. Tu vas pas nous raconter ta vie, sale bestiole. En revanche, tu as des ailes, et ça, c'est utile. Je t'ordonne de nous prendre sur ton dos et de nous ramener à mon père, le roi. Non, pas mon père, c'est un imbécile. Amène-nous chez mon oncle, tout de suite. C'est un ordre. » « Mais je ne peux pas faire ça, dit tristement le dragonnet. «
Poukmambo a jeté un sort. Et un champ magnétique empêche qui que ce soit d'entrer ou de sortir de son territoire. Ah bah alors va-t'en, hein. Va-t'en, horrible animal, tu ne me sers à rien. Ah, hurle la princesse, effrayant de plus belle le petit dragon qui s'éloigne à tire-d'aile en sanglotant. Oh, vous êtes un peu dur avec ce pauvre dragonnet, Majesté. Ce n'est qu'un enfant. Un enfant? Un enfant, s'indigne la princesse. Tous les dragons sont de la vermine. Tout le monde sait ça, enfant ou adulte, de la vermine. Plus loin, dehors, Higmar est tellement triste. Je veux mon papa et ma maman. Je veux pas m'occuper de cette fille qui a l'air trop méchante et trop bête. J'ai entendu. Hurle la princesse de sa chambre-prison. C'est toi le seul crétin ici. Crie-t-elle alors qu'Higmar pousse un gros soupir de dépit. Pauvre petit dragonnet. Il est trop mignon et tout sympa. Après une bonne nuit de sommeil revigorante, Amaury et Pedro quittent la taverne. Après avoir parcouru quelques lieues, ils entendent des croassements hostiles de corbeaux nerveux, des chauves-souris qui n'ont aucune envie de sourire. Amaury n'est guère rassuré, forcément. Il vient de franchir le seuil, Elliot, de la Noire Forêt. Est-ce que tu te souviens de la Noire Forêt, Elliot? Oui, c'est la forêt avec les arbres qui sont vivants et qui avait prisonnier Brovure et Roclo. Brovure, il était sous la terre et Roclo, il était dans la cascade. Ça date un petit peu, c'était dans l'épisode 2 cette affaire-là, hein, finalement, quand on y réfléchit. Leur aventure, elle a commencé, mais elle n'est pas près d'être terminée. Pedro est plutôt content, car il y a là une charmante rivière, puis une chute d'eau. L'endroit idéal pour pique-niquer, d'autant que le tavernier qui avait nos héros à la bonne leur a offert un bon pâté de campagne et une grosse miche de pain, ainsi qu'une belle botte de carottes. Une belle botte de carottes, c'est pour qui ça, les bonnes carottes? Oh oui, c'est pour qui, hein? C'est pour Pedro. Les ânes, ils aiment bien les carottes. Il y a quels autres animaux qui aiment bien les carottes aussi? Les lapins. Bien vu. Mais c'est pas possible, t'as toujours faim, lance Amaury à son âne. Toujours, confirme l'âne tout guilleret, croquant déjà à pleines dents une appétissante carotte. C'est bon. Oh, c'est bon. Il en fait toujours un petit peu trop, j'ai l'impression, Pedro, non? Oui. En plus, c'est très bruyant cette cascade, ajoute Amaury, qui ne partage visiblement pas l'enthousiasme de Pedro. Bah, j'adore les cascades, moi. C'est hyper bucolique. Rien de plus fascinant qu'une cascade. Surenchérit l'âne. Je ne suis pas très serein de déjeuner près d'une chute d'eau. Mais chut, profite et arrête de flipper de tout et n'importe quoi. Alors on rappelle quand même pour ceux qui nous rejoignent sur cette saison 2 que Amaury a un petit peu peur de tout, hein, n'est-ce pas, Elliot? Oui, il a peur de tout, même les corbeaux et les petites souris. C'est alors qu'un son étrange semble provenir de derrière le mur d'eau. Croit-on entendre? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? S'interroge Amaury horrifié. Pedro s'empresse de le rassurer, voyant le chevalier se décomposer à vue d'œil. Oh, bah, c'est sûrement l'écho ou un truc dans le genre. Le son de l'eau se répercute sur la roche et ça crée une illusion auditive. On a l'impression d'une voix humaine qui dit « au secours, aidez-moi ». Mais il s'agit en réalité d'un phénomène tout à fait naturel. Bon, ça, tu peux me croire, hein. Argumente l'érudit animal. Il en connaît un rayon, apparemment, Pedro, hein? Oui, mais je pense pas que ça soit ça. Au secours, aidez-moi! Entend-on de nouveau, bien plus distinctement cette fois. Ouh là 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 là! Crie Pedro qui a du mal à garder son sang-froid. Elle est balèze, cette illusion auditive, y a pas à dire. Tu devrais quand même aller jeter un œil derrière cette cascade, Amaury. Je te garde du pâté, hein, t'inquiète. Sûrement pas. Je suis cascadophobe, pour ton information. À cet instant, quelque chose de jaune et brillant derrière le mur d'eau aveugle Pedro. Il y a de l'or derrière cette cascade! C'est un trésor caché, on est riche! Riche! Puis, il traverse le mur d'eau en trombe, suivi d'Amaury. Mais attends, c'est peut-être un piège. Mais l'âne ne l'entend plus.
assourdi par le son de la cascade et surtout par sa cupidité. Amaury tremble de tous ses membres. Déjà, l'eau est glaciale et en plus, l'obscurité règne ici. Derrière la cascade, c'est le noir complet. Hormis ce point brillant qui, comme un phare, oriente les pauvres âmes qui osent s'aventurer dans cette grotte secrète. Pedro, où es-tu? Attends-moi. Bégaie le chevalier qui avance en se tenant aux parois humides pour ne pas s'écrouler de frayeur. L'objet brillant est de plus en plus aveuglant, jusqu'à devenir insupportable. Amaury et sa monture ne peuvent plus faire un pas. Tu imagines la quantité d'or pour briller comme ça? C'est le jackpot, mon pote. Clame l'âne d'une voix enjouée. Non, ce n'est pas de l'or. Regarde, dit Amaury en désignant un rayon de soleil qui traverse la cascade derrière eux, se réfléchissant sur l'objet mystérieux qui commence à bouger. C'est au tour de Pedro d'avoir la tremblote. C'est vivant. C'est vivant. Horrifiés, nos héros s'aperçoivent que l'objet lumineux grossit. Il se rapproche. Les histoires capillotractées. Si tu veux suivre l'aventure du plus nul chevalier de tous les temps, abonne-toi.